Bonjour. Cette brève présentation vise à montrer comment utiliser en pratique la loi binomiale en épidémiologie. Alors il ne s'agit pas d'un cours théorique sur la loi binomiale au sens mathématique. Cet exposé dure environ 20 minutes. Pas de prérequis particuliers, hormis avoir en tête la notion de variable qualitative binaire, qu'on appelle aussi mathématiquement variable de Bernoulli ou variable dichotomique, et la façon de la résumer sous forme de pourcentage. Il est nécessaire également de se souvenir de la notion de probabilité. Qu'est-ce qu'une probabilité? L'objectif de l'utilisation de la loi binomiale en épidémiologie, c'est de pouvoir calculer la probabilité de constater une fréquence observée dans une expérimentation en fonction d'une fréquence théorique attendue. Alors comme on l'a déjà dit, l'objectif n'est pas tant de faire le calcul qui va s'effectuer aisément à l'aide des logiciels, mais surtout de savoir exprimer une situation épidémiologique en paramètres qui vont permettre d'utiliser la loi binomiale. Le plus compliqué, c'est de trouver les bons paramètres, de caractériser les paramètres. Alors pour essayer de comprendre intuitivement ce qu'est la loi binomiale, on va prendre l'exemple d'un chercheur d'emploi qui a noté sur son agenda une série de 20 rendez-vous quotidiens pour des entretiens d'embauche, évidemment, très importants pour lui. Alors les rendez-vous sont éloignés des uns les autres, il doit prendre le train pour s'y rendre, et évidemment, il n'est pas question d'arriver en retard. La compagnie de transport affiche glorieusement un taux de ponctualité de 95%. Ce qui veut dire, en corollaire non affiché, que 5% des trains sont en retard. Alors, quelles sont les supputations que ce candidat à l'embauche peut faire? Évidemment, il y a de grandes chances, comme on dit, que tout se passe bien, qu'il passe entre les gouttes et qu'il puisse se rendre sans problème à ces 20 entretiens. Mais on sent bien aussi qu'il y a une forte probabilité qu'au moins une fois, cela se passe mal et qu'il rate son entretien. La probabilité que cela arrive 2 fois n'est pas non plus négligeable, et s'il est réaliste, il ne devra pas être étonné que cela puisse lui arriver. Et maintenant, la probabilité que cela arrive 3 fois paraît quand même maintenant nettement moins élevée, et notre candidat pourrait commencer à juste titre à penser qu'il manque vraiment de chance. Et au-delà de 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc., même si cette probabilité n'est pas complètement nulle, elle devient si faible qu'on pourrait maintenant se demander si ce n'est pas le taux de ponctualité affiché qui serait complètement faux. Alors, en se posant toutes ces questions, nous sommes à l'orée d'un raisonnement de type binomial, où le problème de notre candidat était d'essayer de savoir quelle était la probabilité de manquer au moins un entretien, sinon plus, dans une série de 20 rendez-vous programmés en raison des défaillances du transporteur dans 5% des voyages. Alors nous allons maintenant formaliser un peu plus le problème pour nous conduire à l'utilisation de la loi binomiale en pratique. Alors je vais encore freiner un peu avant de vous livrer le monstre mathématique de la loi binomiale, en vous disant simplement qu'il s'agit d'une loi qui permet de calculer la probabilité d'observer un nombre donné d'événements de type binaire. Par exemple, un nombre de succès dans une série de tentatives qui peut se solder soit par un succès, soit par un échec. Ou un nombre de malades survenant dans une série d'individus. Donc retenez pour l'instant tout simplement que la loi binomiale permet de calculer la probabilité de survenue d'une série de n événements. Alors nous allons prendre un exemple de santé publique portant sur l'analyse des troubles du sommeil chez les enfants de 2 à 3 ans. Dans la population générale de ces enfants, on connaît le pourcentage des troubles du sommeil qui avoisine les 17%. Alors, on étudie ici un petit échantillon de 10 enfants, chez lesquels on détecte 4 enfants présentant des troubles du sommeil, soit un pourcentage de 40%. Et donc la question qui se pose est de savoir si cet échantillon est un échantillon ordinaire de la population, s'il provient bien de cette population, ou si au contraire, il provient d'une population particulière qui présente des facteurs favorisant les troubles du sommeil. Et pour pouvoir répondre à cette question, il va nous falloir calculer la probabilité d'observer sur un échantillon de 10 enfants qui proviendrait de cette population un nombre de troubles du sommeil égal à 4, alors que la proportion dans la population est de 17%. Alors de deux choses l'une, soit cette probabilité est élevée,
Et alors il n'y a rien à dire, le nombre de cas observés sur cet échantillon est dû à une simple fluctuation d'échantillonnage. Soit cette probabilité est faible, disons inférieure à 5%, et alors il est très peu probable que l'échantillon provienne de la population générale. Il est beaucoup plus vraisemblable qu'il provienne d'une population où les troubles du sommeil seraient plus élevés. Alors pour pouvoir utiliser la loi binomiale qui va nous permettre de résoudre ce calcul de probabilité, il va nous falloir formaliser un peu les données du problème. On va dire qu'on va chercher la probabilité d'observer K individus possédant une caractéristique donnée dans un échantillon de N individus provenant d'une population où la proportion P de la caractéristique est connue. Donc ici, la caractéristique, c'est de présenter les troubles du sommeil, donc K à la valeur 4. La taille de l'échantillon, c'est 10, et la proportion de sujets possédant la caractéristique, trouble du sommeil, 17%, soit 0,17. Et cette façon de poser le problème ressemble étrangement à un problème classique des joueurs de dés, où par exemple on se demande quelle est la probabilité de tirer 4 As en lançant 10 fois un dé. Et donc en formalisant, quelle est la probabilité de K succès au bout de N tentatives, sachant la probabilité grand P de gagner à chacune des tentatives. Donc ici, le nombre de succès, c'est le nombre d'As qu'on a envie de tirer, 4, K égale 4. Le nombre de tentatives, le nombre de jets, N égale 10. Et la probabilité de gagner à chaque jet, la probabilité de tirer un As, 1 sur 6, soit 0,17. Et voici ici portés en parallèle les termes des deux problèmes en apparence très différents, mais ayant en fait les mêmes paramètres. Le nombre d'événements gagnants au jeu correspond au nombre de sujets porteurs d'une certaine caractéristique dans un échantillon. Le nombre de tentatives au jeu correspond à la taille de l'échantillon et la probabilité de gagner à chaque tentative de jeu correspond à la proportion de sujets porteurs de la caractéristique dans la population dont est issu l'échantillon. Et grâce à la loi binomiale qui a été mise au point pour résoudre le problème du jeu, qui était de calculer la probabilité d'observer un nombre d'événements gagnants, eh bien on va l'appliquer exactement de la même manière pour répondre à la question de la probabilité d'un nombre de sujets porteurs d'une certaine caractéristique dans un échantillon. Et voici enfin la formule qui vous permet de calculer cette probabilité. Probabilité de K événements, c'est la fameuse loi binomiale. Alors, ne vacillez pas devant son épouvantable apparente complexité, car premièrement, vous en connaissez tous les termes, ils ne sont pas si nombreux, N, K ou grand P. Donc il suffit de remplacer les différentes valeurs de chacun des termes, et nous n'avons plus qu'à faire le calcul. Donc la probabilité de 4 As pour 10 tentatives, vous remplacez N par 10, K par 4 et grand P par 0,17. Et puis la deuxième raison de ne pas s'affoler, c'est que bien évidemment vous ne ferez jamais ce type de calcul à la main et vous utiliserez tout simplement Excel qui comporte une fonction appelée loi binomiale. Avec Excel, il suffit de taper dans n'importe quelle case la syntaxe suivante, égale loi.binomial.grand-N, avec entre parenthèses le nombre K, c'est-à-dire le nombre de succès désirés, point virgule, le nombre N, le nombre de tentatives, point virgule, grand P, le pourcentage de succès à chacune des tentatives, et point virgule, le terme faux. Pour l'instant, je ne vous explique pas ce que ça veut dire, on verra plus tard qu'il faut en retenir. Donc, dans l'exemple que nous avons pris, nous voulions tirer 4 As, 4, au bout de N tentatives, 10, avec la probabilité de tirer un As à chaque jet de dés, qui est de 17%. Et on obtient donc directement et très facilement 0,057, soit 5,7%. Cela veut dire qu'il y a 5,7 chances sur 100 de tirer 4 As si on lance 10 fois un dé. Et si on reprend notre exemple de type épidémiologique, où la question était de savoir quelle était la probabilité d'observer 4 malades dans une série de 10 individus, alors que la probabilité de la maladie était de 17%, eh bien on utilise la même formule avec les mêmes paramètres, on obtient donc le même résultat. Il y a 5,7 chances sur 100 d'observer
une telle situation. Donc même si ce n'est pas très fréquent, cette situation n'est pas exceptionnelle et on ne peut donc pas affirmer que l'échantillon des 10 enfants n'appartienne pas à la population générale. Mais nous n'avons fait le calcul que pour une occurrence particulière, celle où on aurait trouvé 4 malades parmi un échantillon de 10. Alors, pour être appliquée de façon complète, la loi binomiale doit prendre en compte la totalité des situations possibles pour une série de tailles données. Ainsi, il faudrait aussi calculer la probabilité de n'observer aucun malade, probabilité de 0, en remplaçant 0 dans la formule. Je rappelle que factoriel de 0 est égal à 1, donc le dénominateur n'est pas infini. Et si on développe la formule, on trouve la probabilité 0,155 de 15,5%. Il y a 15,5 chances sur 100 de ne trouver aucun malade parmi un échantillon de 10 sujets, alors que la probabilité globale est de 17%. Et puis on va continuer ainsi, de proche en proche, en calculant la probabilité de un malade. Elle est ici de 31,8%. Puis on va ainsi calculer la probabilité d'avoir 2 malades, 29,3%, 3 malades, 4 malades, c'est celle par laquelle on avait commencé, on retrouve nos 5,7%. Et puis une probabilité de plus en plus faible d'observer 5 malades, 6 malades et jusqu'à la taille de l'échantillon 10 malades. Donc vous voyez que la probabilité d'avoir 10 sujets malades sur les 10 sujets de l'échantillon est extrêmement faible. C'est exactement la même probabilité de tirer 10 as sur 10 lancers de dés, qui n'est pas totalement nulle, mais qui est extrêmement faible. Et bien évidemment, la somme de toutes ces probabilités est de 100%. Nous avons ici maintenant la loi binomiale complète correspondant à un échantillon de 10 sujets pour une probabilité de 17%. Et on peut représenter graphiquement cet ensemble de probabilités, chaque bâton ici représentant la probabilité d'observer un nombre K figurant en abscisse. Alors, évidemment, il y a autant de distributions binomiales que de tailles d'échantillons possibles. Ici, il s'agit du cas particulier d'un échantillon de 10 sujets pour une fréquence de l'événement de 17%. Vous avez ici quelques exemples de distributions binomiales en fonction à gauche de la fréquence de l'événement, 10%, 25%, 50% et jusqu'à 90%, et de la taille de l'échantillon. Ici, on a pris 3 exemples, échantillon de 5, échantillon de 10 ou échantillon de 30. Et vous constatez que lorsque la taille de l'échantillon grandit et atteint et dépasse 30, eh bien la forme de la distribution binomiale se rapproche d'une loi normale pour une fréquence de 1,5. Alors, le plus souvent, la question posée n'est pas simplement la probabilité d'observer une valeur unique, K, mais le plus souvent on se demande quelle est la probabilité d'observer une valeur au maximum égale à K, ou à l'inverse, la probabilité d'observer une valeur au moins égale à une certaine valeur K. Alors, si on prend le premier cas de figure, probabilité d'observer une valeur au maximum égale à K, il faudra additionner toutes les probabilités d'observer des valeurs inférieures. Probabilité de 0, de 1, de 2, de K-1 jusqu'à K. Par exemple, si on se pose la question de savoir quelle est la probabilité d'observer au maximum 3 malades dans un échantillon de 10 sujets, pour toujours une fréquence de la maladie qui serait de 17%, eh bien il va falloir additionner la probabilité de 0 malade, la probabilité d'observer un malade, 2 malades et 3 malades. Donc, si on procède avec la fonction Excel déjà vue, on obtient donc les 4 probabilités suivantes qu'on va additionner. Et finalement, on trouve la valeur 0,926. Il y a donc 92,6 chances pour cent d'obtenir un maximum de 3 malades dans l'échantillon. Mais même avec Excel, c'est un peu fastidieux de procéder ainsi. Et dans cette situation où on veut cumuler des probabilités inférieures à une certaine valeur K, ici 3, eh bien on va remplacer le paramètre faux à la fin de la formule par la valeur vraie. Et en écrivant ainsi cette formule, on obtient directement le résultat 0,926. Voilà, et je vous ai réécrit cela ainsi, de façon à vous montrer comment avec Excel, utiliser ce paramètre cumulatif à la fin de la formule. Le fait d'écrire vrai, donc pour un paramètre K donné, équivaut à additionner toutes les probabilités pour chacune des valeurs inférieures ou égales à K.
Alors, deuxième cas de figure maintenant, lorsqu'on veut la probabilité d'observer une valeur au moins égale à k, c'est-à-dire égale à k et plus. Il va donc falloir additionner les probabilités d'observer k plus 1, k plus 2, etc. jusqu'à n, la taille de l'échantillon. Alors, ça peut devenir extrêmement complexe si l'échantillon fait plusieurs dizaines, plusieurs centaines de sujets, beaucoup d'additions de lois binomiales à faire. Alors, le moyen le plus simple, eh bien, c'est d'écrire que cette somme de probabilités de valeur au moins égale à k, c'est tout simplement 1 moins la probabilité d'observer une valeur qui soit inférieure à k. Et à ce moment-là, on se retrouve dans la situation précédente qu'on sait déjà résoudre. Toujours reprendre un exemple, si on veut savoir quelle est la probabilité d'observer au moins 4 malades dans un échantillon de 10 sujets, toujours pareil pour une fréquence de maladie de 17%, donc on additionne la probabilité d'en avoir 4, d'en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc on retrouve nos probabilités de tout à l'heure, mais plutôt que de faire cette addition fastidieuse, eh bien la probabilité d'avoir au moins 4 malades, c'est égal à 1 moins la probabilité d'avoir au maximum 3 malades. Donc on réécrit la même chose que tout à l'heure, 1 moins loi binomiale de 3 avec le paramètre vrai, donc 1 moins 0,926, et on trouve 7,4%. Il y a 7,4 chances sur 100 d'observer au moins 4 malades dans un échantillon de 10 sujets. Donc le complément de ce que nous venons de calculer. Alors faites très attention lorsqu'on utilise donc la fonction Excel pour ce type de problème. Quelle est la probabilité d'observer au moins k malades? Car il faut écrire 1 moins loi binomiale de k moins 1 et non pas k. Source d'erreurs fréquentes lorsqu'on ne fait pas attention à ce petit détail. Alors, deux petits exemples d'application pratique de la loi binomiale pour finir. Premier exemple, dans un centre de dépistage où la fréquence de sérodiagnostic positif pour l'hépatite B est habituellement de 5 pour 1000, on observe en 2014 12 sérodiagnostics positifs sur un total de 1922 personnes testées pour l'hépatite B. Donc la question est de savoir si cette année-là, le nombre observé de séropositifs correspond au nombre attendu ou bien s'il y a des raisons de s'inquiéter. Donc on calcule la fréquence cette année-là, 12 divisé par 1922, 6,2 pour 1000. Donc on peut aussi formuler la question de savoir si 6,2 pour 1000 est franchement supérieur à 5 pour 1000. Donc pour faire ceci, on applique la loi binomiale. Donc on calcule la probabilité d'observer au moins 12 sur 1922, donc en écrivant 1 moins loi binomiale de 11, attention, 1922, etc. Et on trouve 0,26, soit 26%. Ce qui veut dire que, sachant qu'en moyenne on observe 5 séropositifs pour 1000, la probabilité était élevée d'en observer 6,2 pour 1000. Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter particulièrement pour cette année-là. Deuxième exemple, dans un service de chirurgie, le nombre habituel d'infections de sites opératoires est de 3,5 pour 1000. Et en 2014, on observe 8 infections de sites opératoires sur un total de 853 patients opérés. Donc même type de questionnement, est-ce que la fréquence des infections de sites opératoires cette année-là est différente de ce qu'on aurait pu attendre habituellement? Alors on calcule cette fréquence, 8 pour 853, soit 9,4 pour 1000. Donc est-ce que ce pourcentage, 9,4 pour 1000, est franchement supérieur au chiffre attendu de 3,5 pour 1000? Donc même démarche, on calcule la probabilité d'observer au moins 8 ISO sur 853 patients en appliquant notre formule 1 moins loi binomiale de 7, 853, 0035, etc. Et on trouve 0,011, soit 1,1%. Il y a donc une très faible probabilité d'observer un tel chiffre d'infection du site opératoire si tout était conforme à l'habitude. On est donc largement en dessous du seuil admissible de 5%. Il y a donc lieu de s'inquiéter sérieusement et de chercher pourquoi les infections de sites opératoires ont augmenté significativement cette année-là. Donc finalement, en pratique, vous constatez que la loi binomiale va nous permettre essentiellement de comparer un pourcentage observé à un pourcentage attendu. En fait, c'est exactement la même marche que la pratique d'un test de Ki2 de conformité que nous verrons
dans le cours sur les tests de comparaison de pourcentage. Donc dans le premier exemple, eh bien, le test de Ki2 de comparaison de 0,5% par rapport à 0,62% aurait donné un petit p de 0,22, à rapprocher de la probabilité que nous avons calculée avec la loi binomiale, qui était de 0,26. Mais l'intérêt de la loi binomiale, c'est que cette probabilité 0,26 est la probabilité exacte. Le 0,22 n'est qu'une valeur approchée de la probabilité P. Nous voilà donc au terme de ce que je voulais vous dire sur la loi binomiale. Bien évidemment, nous n'avons pas du tout exploré tout le côté mathématique de cette loi. En fait, en application pratique, en épidémiologie, le plus difficile, ce n'est pas de faire les calculs. On se braque toujours sur cette formule épouvantable, mais vous avez vu que maintenant, avec les logiciels, ces calculs sont faits immédiatement. Le vrai problème de la loi binomiale, c'est de savoir quand est-ce qu'il est pertinent de l'utiliser et comment poser adéquatement les termes du calcul. Je vous propose un rendez-vous pour une autre loi importante en application pratique qui est la loi de Poisson et je vous dis à bientôt.